Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invitée Amélie de Montchalin, députée La République En Marche de l'Essonne, vice-présidente du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Interview en ce jour J, jour de lancement du grand débat national par le président sur le terrain, dans l'heure. Bonsoir Amélie de Montchalin. Bonsoir. Effectivement, jour J pour ce grand débat national. Est-ce que c'est aussi le premier jour du reste du quinquennat d'Emmanuel Macron, un qui tout double pour l'exécutif et pour vous d'ailleurs plus largement? Moi, je pense que c'est une chance. On a vécu des semaines très difficiles et aujourd'hui, on permet par un grand débat aux Français d'échanger entre eux sur des sujets dont ils nous parlent, mais sur lesquels ils ont des avis très différents. La fiscalité, la transition écologique, le rôle de l'État, nos institutions. Il y a les gilets jaunes qui se sont fait entendre sur les ronds-points. Il y a aussi beaucoup de Français qui n'ont pas mis de gilets jaunes et qui ont des choses à dire. Et je pense que nous avons effectivement, je ne sais pas si c'est un temps ou deux, je ne sais pas s'il faut scénariser une action politique, mais c'est un moment important. Ça revient au fond au socle de la démocratie. Oui, il y a les élections. Oui, il y a les réformes qui sont portées par les parlementaires, les élus. Et puis, il y a les citoyens qui ont à tout moment le droit, et d'ailleurs le devoir en partie, de contribuer à la société. Et d'ailleurs sur tous les sujets, puisque le président, dans l'heure à Bourteroule, a dit qu'il n'y avait pas de sujet tabou, que l'ISF ne représentait pas un totem. Et en même temps, dans sa lettre hier, on voit bien qu'il ne reviendra pas sur ce choix de le transformer en impôt sur la fortune immobilière. Quel Macron il faut croire? Va revenir ou pas sur l'ISF? Il faut croire que le sujet sur lequel de nombreux Français veulent échanger, c'est la question de la justice fiscale. Qui paye quoi? Qui contribue? Ma question précisément. Mais l'ISF... Quelle est votre religion, par exemple, à vous, Amélie Montchalin, sur ce sujet? Ma religion, c'est l'évaluation. J'ai fait voter au Parlement l'année dernière un amendement sur proposition du groupe En Marche, et j'étais responsable de la position du groupe, un amendement très clair disant nous voulons, dans un délai raisonnable, c'est-à-dire pas 15 jours, mais sur une période de 18 mois, 2 ans, avoir une vision de ce qui s'est passé sur le avant et le après. Est-ce que les entreprises de notre pays trouvent les moyens de grandir, d'innover, d'investir, d'embaucher? L'évaluation, l'efficacité potentielle de cette mesure qui fera qu'on la gardera, que vous la garderez ou pas? Moi, je ne crois pas au symbole. Ouverte, donc. Et ensuite, que les Français, à raison, aient envie et besoin de reposer les cadres d'une justice fiscale qui corresponde à leurs attentes, je pense que c'est important. Vous savez, les plus riches de notre pays payent de l'impôt sur le revenu, ils payent des taxes foncières, ils payent encore des taxes d'habitation, ils payent des taxes et des impôts sur le revenu de l'épargne. Tout ça, il faut qu'on en parle. Est-ce que ça contribue de manière raisonnable, suffisante? Peut-être certains diront, est-ce que c'est peut-être trop d'impôts d'ailleurs pour certains qui sont des entrepreneurs et dont on a besoin dans notre pays? C'est ces débats-là qu'il faut qu'on ait, sans tabou. Et je pense qu'on est toujours meilleur, pragmatique sur ces sujets, on est dont l'ISF. toujours meilleur à évaluer une politique qu'à en faire un symbole. Plus largement, à l'occasion de cette crise, vous insistez désormais sur le rôle prééminent des maires, des élus enracinés dans leur territoire. Ce fut une erreur de croire que le nouveau monde allait balayer, remplacer tous ces échelons de proximité, et très souvent de bon sens d'ailleurs. On n'a rien remplacé parce qu'il y a maintenant le non-cumul des mandats. Donc les maires sont pleinement maires et les députés sont pleinement députés. Vous les avez un peu oubliés, occultés. Chacun dans sa circonscription a travaillé de manière, chacun la sienne. Moi je peux vous dire que sur le terrain, les maires sont mes premiers interlocuteurs. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas faire de généralité. Les maires, le président est venu au congrès des maires, il les a reçus à l'Élysée, il les rencontre aujourd'hui. Le plus important, est-ce qu'aujourd'hui vous avez retenu des leçons depuis le début de la crise sur l'importance des corps intermédiaires, sur le fait qu'on ne peut pas gouverner seul? Bien sûr qu'on a appris des leçons. Et on a aussi vu les conséquences du non-cumul des mandats. C'est quelque chose qui est très nouveau, que ça s'applique depuis 18 mois. Et ce qu'on voit, c'est qu'on ne peut pas faire une politique nationale comme on la faisait avant, parce qu'avant, les députés, ils étaient aussi maires. Maintenant, chacun est dans son rôle. Ce qui est clé, c'est que les maires, d'abord, ils ont une forme d'indépendance. Parce qu'ils sont le premier échelon de démocratie et que bien sûr, ils avaient un programme, mais ils travaillent au quotidien pour tous leurs habitants. Donc, ce sont eux les garants de ce grand débat. Et ce sont surtout des davantage que les deux ministres, Sébastien Lecornu et Emmanuel Vargon, pour organiser ce débat. Vous avez entendu notre auditeur tout à l'heure, très sceptique. Mais bien sûr, là où se passera le débat, c'est au niveau local. C'est entre des gens qui se connaissent. C'est dans des salles municipales où ils ont l'occasion d'aller pour faire d'autres choses que débattre de fiscalité. L'échelon le plus local, c'est le bon échelon. Évidemment, vous imaginez bien que les ministres ne vont pas parcourir les 35 000 communes de France. Qu'est-ce qu'ils doivent être contents, les maires, de vous l'entendre dire aujourd'hui? Mais moi personnellement, vous savez, j'ai des très bonnes relations vous, à la fois avec l'association. Vous, cet exécutif-là, vous, ce pouvoir, c'est ce que je voulais dire. Je pense qu'aussi il y a une confusion des rôles. Un maire, il a les pouvoirs de la vie quotidienne.
Un député, il est député de la nation. La majorité porte des réformes en profondeur de transformation qui, parfois, n'ont rien à voir avec l'échelon local. Moi, ce qui est clé pour moi, c'est que les Français nous voient travailler. Nous, tous qui avons été élus, pour les représenter à différents échelons ensemble. Au fond, les Gilets jaunes, ils nous disent aussi vos guéguerres, de qui fait quoi, de la droite, la gauche. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que leur vie change au quotidien. Et travaillons avec tous ceux qui, de bonne volonté, veulent le faire avec nous. En faisant attention également aux mots utilisés tout à l'heure, ce matin, sans micro ni caméra, il est vrai. Emmanuel Macron a eu une phrase qui a choqué, une petite phrase. Il a appelé à responsabiliser davantage les personnes en difficulté et il a ajouté ceci: il y a ceux qui font bien et il y a ceux qui déconnent. Amélie de Montchalin, on a encore un petit peu d'huile sur le feu. Est-ce que c'est le moment, tout ça? Moi, j'étais pas là, j'ai pas vu l'extrait. Ce que je sais, c'est que notre priorité, confiance à la presse et aux journalistes qui ont retranscrit cette phrase. Mais je sais que la priorité de nous tous, c'est de travailler pour que ceux qui aujourd'hui cherchent un emploi, ont accès à des aides, mais ne trouvent pas la porte, ni de l'accompagnement pour aller vers cet emploi, ni sont totalement perdus dans un système social qui est devenu kafkaïen. C'est pour eux qu'on travaille. Quand on a annoncé qu'on voulait créer un revenu universel d'activité, c'est qu'à la fois les aides sociales soient plus efficaces, mais surtout qu'elles aident chacun. Si je vous entends bien, au travail et stop aux petites phrases. C'est aujourd'hui, notre pays a besoin de sérénité, il a besoin de lucidité. Qu'est-ce qui marche pas? Et il a besoin qu'on soit clair sur les objectifs. Les objectifs, c'est que chaque Français trouve une place et trouve un emploi et qu'on l'accompagne, parce que dans beaucoup de territoires, c'est pas les emplois qui manquent, mais c'est l'accompagnement. Et justement, c'est la capacité à faire le lien entre ceux qui proposent l'emploi et ceux qui en demandent. Vous dites, vous êtes au travail. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en priorité, on ne parle que de ce grand débat, que de cette crise, et c'est tout à fait normal. Mais est-ce que c'est une période d'hibernation dans laquelle vous entrez? Est-ce que les réformes sont gelées, renvoyées au calendrier grec? Je peux vous parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, les Français ont reçu un acompte de crédit d'impôt dans le cas du prélèvement à la source s'ils avaient bénéficié de crédit d'impôt pour 2017. Aujourd'hui, nous avons repris l'examen du projet de loi de la réforme de la justice. Dans quelques jours, nous commencerons la réforme de l'école, notamment pour rendre l'école maternelle obligatoire. Là, vous me parlez des réformes consensuelles. Je pourrais vous citer les retraites, l'assurance chômage. Vous savez bien que rien ne sera plus comme avant pour mener et appliquer ces réformes. Mais là, je vous parle, moi, de ce qui va se passer à l'Assemblée dans les tout prochains jours. On aura aussi ensuite la réforme de la santé des hôpitaux. Les hôpitaux, l'école, la justice, ça fait partie du quotidien des Français. Et au fond, ils nous disent changer les choses. Il faut que notre vie quotidienne soit plus simple. Et moi, à l'Assemblée, avec tous les députés de la majorité, on est très clair. Bien sûr qu'il y a des choses sur lesquelles il y a des débats, mais il y a des choses sur lesquelles il y a des urgences. Et sur les urgences, on doit passer des 1 minute à l'idée qu'il faudrait qu'on attende. La France a besoin de changement. Et je peux vous dire que sur l'école, la justice, la santé, on va continuer. Pour conclure, puisque vous parlez d'urgence dans ce grand débat national, pourquoi pas des propositions d'élus, notamment vous, même si vous faites partie de la majorité, s'il y avait une mesure, Amélie de Montchalin, une mesure de justice fiscale ou sociale à adopter, à proposer, quelle serait-elle? Est-ce que vous avez une idée? Lutter contre le non-recours aux aides. Moi, je suis effarée de voir que nous votons à l'Assemblée des choses qui sont bien pensées, qui sont utiles et qui n'arrivent jamais aux Français qui en ont besoin. On va inscrire à l'Assemblée, dans notre semaine de contrôle, le moment où on contrôle l'action du gouvernement, le sujet de l'accès aux droits. Je ne veux pas que nous créions des droits fictifs. C'est une proposition. Autre proposition, et il semble que la porte soit ouverte sur la limitation à 80 km/h. Le président a parlé il y a quelques instants d'aménagement de cette mesure tellement populaire. Il a raison, c'est du bon sens. Il faut revenir sur cela aussi pour conclure. Alors, il ne faut faire aucun compromis sur la sécurité routière, que dans certains territoires, certaines routes puissent correspondre à des niveaux de sécurité qui permettent de rouler à 90 km/h et pas à 80. Je pense que là aussi, il faut que nous soyons des gens proches du territoire, mais que nous ayons certains principes. Et la sécurité routière, c'est un principe parce que ça veut dire que l'aménagement de cette mesure est en marche. Peut-être. Merci Amélie de Montchalin d'avoir été l'invitée d'Europe 1. Merci.